Je pense que c'est chez Mathias. Ok. C'est chez moi, je le ferme. Ok, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle saison de Israël s'invite chez vous. Nous pensions encore une fois pouvoir faire ces conférences en live et vous donner le plaisir de rencontrer des visus Mathias Imbar, notre invité de ce soir qui ouvre notre nouvelle saison à Paris, en province et dans les différentes villes. Nous avons l'habitude d'apparaître. Malheureusement, le corona est encore parmi nous, peut-être pour peu de temps, en tout cas, je l'espère. Et nous avons décidé cette année, l'Organisation sioniste mondiale, de commencer d'abord avec Mathias, parce que c'est un ami avant tout, c'est un expert, c'est une personne qui est à l'écoute de la communauté et surtout qui arrive à transmettre, je crois, d'une façon exceptionnelle la situation sécuritaire, la complexité de la situation sécuritaire en Israël, avec le nouveau gouvernement, tant le nouveau gouvernement, je vais dire, américain, qui se met en place, le gouvernement israélien, avec les changements stratégiques qui se profilent et qui, quelque part, risquent aussi d'attiser une partie des fronts auxquels nous sommes confrontés depuis déjà plusieurs décennies. Voilà, donc je voulais d'abord vous remercier à vous tous, amis fidèles, d'être là pour au moins la 3e saison par Zoom. Vous êtes des dizaines ce soir, bientôt une centaine à nous rejoindre déjà en live. Notre présentation sera aussi évidemment sur Facebook comme d'habitude. Vous pourrez questionner, interpeller, proposer vos remarques et je suis sûr qu'elles seront nombreuses parce que le sujet est très sensible, le sujet vous interpelle. Vous avez pour une partie d'entre vous de la famille en Israël, vous connaissez bien Israël. C'est une situation qui est très fragile, qui change, j'allais dire, régulièrement et on a du mal aujourd'hui à suivre les choses qui se passent. Et voilà, c'est pour ça que nous avons fait appel donc à notre expert sécuritaire, à notre expert de Tzahal et d'autres sujets encore sur Israël. Et je vous remercie d'accueillir avec moi Mathias Imbar, nous a fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Toda Rabba, Mathias, et bonne soirée à nous tous. Merci beaucoup et l'occasion pour moi d'abord de remercier bien évidemment, de te remercier à vie, de remercier encore une fois la confiance affichée par Yasmine qui est toujours au rendez-vous et qui essaie de trouver à chaque fois le meilleur angle. J'espère très bientôt d'ailleurs pouvoir quitter avec ce Zoom et être capable de vous rencontrer de visu, voilà, de personne à personne et on espère peut-être que l'avancée de la médecine et surtout peut-être un médecin made in un vaccin made in Israël, peut-être, pourquoi pas, pourrait nous permettre de nous rencontrer enfin comme on le faisait avant. Alors pourquoi on a décidé avec Yasmine de ce thème du nord au sud, le réveil du Hamas à toutes les frontières, parce que effectivement on a eu l'impression après l'opération Gardien du mur que la situation aurait pu se tasser avec une réussite vraiment opérationnelle de premier plan de l'armée israélienne et on a tous été témoins de ces frappes, de ces destructions des dizaines de kilomètres de tunnels. On en a parlé très longuement d'ailleurs avec vous autour d'une conférence de l'OSM. Sauf que, eh bien, la complexité du Proche-Orient a ses secrets que peut-être aucune région n'a. L'opération Gardien du mur n'est pas terminée, elle est très loin d'être terminée, et je dirais même qu'elle n'a pas encore commencé. Alors vous allez me dire, il est fou. Tout ça pour rien, c'est-à-dire toutes ces opérations, tous ces raids, toutes ces conférences de presse, toutes ces annonces concernant la destruction d'une partie du tunnel ou de la construction du métro dans la bande de Gaza pour rien. Mais visiblement, oui, tout simplement parce que le Hamas avait une stratégie bien au-delà de ce que l'on aurait pu penser. Au départ, on pensait que Yahya Sinwar, le numéro 1 du Hamas dans la bande de Gaza, avait pour intention tout simplement de mêler le côté religieux, c'est-à-dire de Jérusalem, ce dont il se prête à dire Al-Quds, c'est-à-dire mêler Jérusalem au problème du Proche-Orient et de la région. Sauf que eh bien, cela allait bien au-delà. Pourquoi? Parce qu'il faut remonter juste avant. Et au fur et à mesure des semaines qui ont suivi l'opération Gardien du mur en mai dernier, eh bien, on se rend compte que le plan était quasiment machiavélique de la part de Yahya Sinwar, qui comprend parfaitement, je le répéterai jamais assez, c'est
un terroriste qui comprend l'hébreu, qui parle hébreu, qui comprend le jeu politique israélien. Et à partir du moment où il a compris que à la frontière nord d'Israël, il y a un Liban complètement embourbé dans la crise, que le Hezbollah n'est pas finalement si maître de son avenir que cela, parce que il y a la crise politique à l'intérieur du pays, parce qu'il y a de moins en moins de mannes financières qui arrivent de par l'Iran, eh bien le Hamas a senti, et surtout Yahya Sinwar, une manière de s'engouffrer. Et en mai, il y a cette opération. Juste après, il y a la formation quelques jours plus tard de nouveaux cabinets, et ce dont parlait Avi à l'instant de Naftali Bennett. Et Yahya Sinwar le sait. Lorsqu'il décode et il lit l'hébreu, il comprend l'hébreu, je le répète, que de ce côté-là, eh bien, Naftali Bennett a les mains et les pieds liés de par sa coalition, de par la nature de la coalition, parce qu'il est avec le centre, la gauche, il est avec la gauche radicale, il est avec le parti islamiste, et donc Naftali Bennett, qui se disait d'ailleurs indisposé à pouvoir mener des négociations en plein cœur d'une opération militaire, finalement, eh bien, signe cette coalition. Mais il ne peut pas aller de l'avant forcément parce que il y a toujours ce spectre en cas d'opération dans la bande de Gaza, en cas de guerre, eh bien, les partis arabes pourraient éventuellement s'en aller de la coalition. Et donc, Yahya Sinwar continue. Pourquoi il continue? Parce qu'il sait que de l'autre côté, il est en guerre et il y a plusieurs facteurs. Et j'aimerais véritablement, dès le départ, vous annoncer les facteurs. Il y a aujourd'hui 4 facteurs très importants qu'il faut comprendre dans la région, dans une si petite région. Il y a le facteur bande de Gaza, Israël. Il y a le facteur Hamas-Fatah, une guerre larvée, ça on le sait. Il y a un facteur à l'intérieur de la bande de Gaza, Hamas contre le djihad islamique. Il y a un 4e facteur des opposants au groupe du Fatah qui essayent absolument, notamment Mohamed Dakhlan, de pouvoir gagner du terrain et d'essayer d'avoir le soutien de la communauté internationale. Je rajouterai un 5e facteur, c'est que il y a cette relation avec l'Iran et le Hezbollah. Une fois qu'on a présenté cela, on peut mieux comprendre pourquoi il y a un réveil, pourquoi il y a une continuité de la volonté presque suicidaire de la part du Hamas de continuer à faire peser toujours la même menace, c'est-à-dire un conflit dans le sud, relance de ballons piégés et ballons incendiaires, tir de roquettes, implication du Hezbollah depuis la frontière nord. En quelque sorte, le Hamas l'a bien compris, face à un Hezbollah qui est embourbé, la seule manière de se démarquer d'une autorité palestinienne qui n'arrive pas à gagner la reconnaissance qu'elle voudrait avoir, face à cette lutte interne Fatah-Hamas, face au fait que pour l'instant, eh bien, la coalition ne veut pas entendre parler de Mahmoud Abbas, il y a qui? Il y a seul le Hamas qui est capable de mener le conflit. Et donc c'est la raison pour laquelle, il y a quelques semaines de cela, on s'est réveillé en Israël avec un Hezbollah qui déclenche une vingtaine de roquettes à la demande de qui? Non pas de l'Iran, vous allez être surpris, mais du Hamas. C'est le Hamas qui demande au Hezbollah de tirer pour essayer de créer plusieurs fronts. Le Hezbollah, finalement, répond positivement à la demande du Hamas, et donc là, on a un réveil de tous les fronts. On a un réveil du front sud, on a un réveil du front nord, les deux sont liés. Et vous allez me dire, l'objet de la conférence, c'est aussi les territoires. Et là, je vais un petit peu compliquer les choses. Parce que lorsque je disais qu'Yahya Sinwar comprend parfaitement le jeu politique israélien, il y en a un en revanche qui ne veut pas entendre parler de politique et qui ne comprend que la force. Comment est-ce possible que les territoires se soient réveillés? Comment est-ce possible qu'à un moment donné, il y a une recrudescence des violences depuis les territoires? Vous allez me dire, l'ordre a été donné depuis la bande de Gaza. La réponse est non. La réponse doit être donnée du côté de la Turquie. C'est là-bas que se trouve un certain Salar al-Harouri. C'est numéro 2 aujourd'hui du Hamas. Il vit dans un pont doré en Turquie.
Il a 55 ans face aux 58 ans de Yahya Sinwar. Si Yahya Sinwar est le chef du Hamas dans la bande de Gaza, lui veut être le prochain chef du Hamas global, mondial. Et donc, lorsque Salah al-Harouri, souvenez-vous, c'est un nom qui a été cité à plusieurs reprises en 2014. Souvenez-vous, il avait ordonné, planifié et exigé le kidnapping des 3 jeunes adolescents. Malheureusement, on connaît la suite, leur assassinat immédiatement après, à cause de prisonniers qui avaient été libérés dans l'accord Shalit en 2011. Salah al-Harouri savait parfaitement son plan à l'époque, en 2014, savait qu'il allait y avoir une guerre. Et là, eh bien, jaloux de voir qu'Yahya Sinwar prend du galon au sein du Hamas, qu'il arrive à eh bien, tout simplement faire pivoter de son petit doigt le Hezbollah, Israël, le Fatah, Salah al-Harouri passe à l'action. Et c'est qui Salah al-Harouri? C'est le chef de ce que l'on appelle le département des territoires au sein du Hamas. Il a grandi et il est né à Hébron, il connaît parfaitement la région, il sait qu'il y a une interaction entre les violences dans les territoires et une influence dans la bande de Gaza. La preuve, il ne suffit pas d'être un expert, il suffit tout simplement de lire les faits. En 2014, lorsqu'il kidnappe les jeunes soldats, il y a immédiatement une vaste opération dans les territoires, le Hamas promet vengeance, et donc il y a des tirs de roquettes. Comme par hasard, c'est cyclique. Vous savez, les violences dans la région sont parfaitement cycliques. Lorsque l'un, Yahya Sinwar, prend du galon, Salah al-Harouri le contourne par la droite, décide d'envenimer la situation dans les territoires. Et donc, on se retrouve avec la volonté absolument de réveiller des cellules dormantes, notamment les dernières opérations des Douvdevan, c'est-à-dire les soldats d'élite infiltrés de l'armée israélienne, de la police, de l'unité du Yamam, l'antiterrorisme, c'est-à-dire l'équivalent de la DRI ou du RAID en France, mais également des Yamas, c'est-à-dire les Mistahavim, les policiers des gardes frontières infiltrés. Cette opération, elle a été immédiate. Alors vous allez me poser la question, mais comment c'est possible que sur foi de quoi toutes ces unités d'élite opèrent? D'ailleurs, j'ai entendu dans la rédaction de 24 News, on me disait, mais que cherchent ces unités d'élite? Pourquoi elles sont là-bas sur place? Est-ce que véritablement il y a un vrai besoin qu'elles soient sur place pour est-ce qu'on n'est pas en train d'envenimer la situation? Est-ce qu'on n'est pas en train de titiller le Hamas? Non. Parce qu'à partir du moment où le Shabak comprend, c'est-à-dire les renseignements intérieurs israéliens, comprend qu'il a une volonté claire de Salah al-Harouri d'envenimer la situation et d'influer la situation depuis les territoires jusqu'à la bande de Gaza, eh bien, il fallait agir tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y avait des attentats en préparation, des attentats complexes, de grande envergure, qui étaient quasiment sur le point d'être perpétrés, principalement à Jérusalem. Et là, on revient encore une fois à ce que je disais. La volonté toujours et affichée du Hamas de mêler un symbole religieux, Al-Quds, avec la lutte armée. Et donc, on en revient toujours à la même problématique, il fallait agir immédiatement. Et vous allez me dire, dans ce cas-là, vous savez, aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions et j'y réponds en même temps. L'évasion des sites terroristes. Pour l'instant, c'est un domaine, c'est une problématique qui n'a pas de réponse au niveau des renseignements intérieurs israéliens. Comment cette évasion des sites terroristes peut être connectée à la bande de Gaza d'un côté ou au territoire de l'autre? La réponse est ni. L'évasion des sites terroristes de l'une des prisons les plus censées être sécurisées, eh bien, a été fait à la va-vite, mais elle n'était pas en connexion, et heureusement d'ailleurs, ni avec la bande de Gaza, ni avec les territoires. Parce que lorsqu'ils sont entrés, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, ce plan a été pensé il y a 6 mois de cela, en décembre dernier. Aujourd'hui, il y a eu un acte d'inculpation d'ailleurs contre les 6 terroristes. Sauf que ce plan a été accéléré parce que de peur d'être
détectés par l'institut pénitentiaire. Et donc, une fois que ces terroristes étaient dehors, ils n'ont pas compris pourquoi il n'y avait personne qui était venu les chercher. C'est la preuve donc que ce plan a été fait à la va-vite. Mais j'arrive à la conclusion. Comment les deux terroristes qui étaient à Jenin ont pu être attrapés très rapidement, quasiment au millimètre près? C'est grâce à l'intervention et à la coopération de ce qu'on appelle les renseignements intérieurs, c'est-à-dire la Mukhabarat, les renseignements intérieurs palestiniens. Et c'est intéressant. Et on revient toujours au thème du départ de la conférence, c'est-à-dire le réveil du Hamas, que ce soit dans le sud, dans les territoires et dans le nord, face à une situation où l'autorité palestinienne n'a aucun intérêt. Ce n'est pas que Ramallah est devenu sioniste, c'est que Ramallah n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait un embrasement des territoires, parce que ça pourrait engendrer d'autant plus le chaos qui existe déjà dans les rues. Et donc, face à cela, eh bien, on a un renseignement intérieur palestinien qui, quasiment contre l'avis de Mahmoud Abbas, qui refuse d'entendre parler de coopération avec Israël, eh bien, aide le Shabak et parvient, grâce à son intervention, à donner un endroit précis aux renseignements intérieurs israéliens qui vont ensuite, alors là, c'est un petit peu technique, mais géolocaliser ou plutôt trianguler la position localisée des terroristes et ensuite, eh bien, les policiers d'élite vont les attraper. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on se rend compte que dans une région où il y a un nouveau gouvernement qui tâtonne, on a la guerre fratricide entre le Hamas et le Fatah, on a un Hezbollah qui est embourbé dans la crise, mais qui n'hésite pas d'ailleurs à répondre positivement à l'appel du Hamas, eh bien, il n'y en a qu'un qui sort du lot, c'est le Hamas. D'une organisation terroriste paramilitaire, on se rend compte que le Hamas a réussi à décoder les codes géostratégiques de la région. Il n'y a plus Donald Trump pour mettre la pression sur les Iraniens. Il n'y a plus Benjamin Netanyahou de l'autre. Il y a un nouveau président américain. Il y a un nouveau premier ministre israélien. Il y a un Liban qui n'est plus long que de lui-même. Et donc, on se retrouve avec qui? Avec le Hamas. Et là, il va falloir très rapidement du côté des stratèges israéliens décider si le Hamas est désormais une menace existentielle pour Israël, ou alors reste une organisation paramilitaire qu'on peut contrôler. De temps en temps, il y a des conflits, mais qui reste accessible à l'armée israélienne. Non pas comme le Hezbollah ou la menace iranienne peut éventuellement faire peser. Parce qu'on le répétera jamais assez, il y a plus de entre 100 et 150 000 roquettes du côté du Hezbollah, que même si le mouvement chiite reste embourbé dans une crise, le mouvement chiite reste l'une des menaces les plus sévères, les plus sérieuses qui pèsent contre Israël, tant au Liban qu'en Syrie. D'ailleurs, je vous invite à suivre l'émission qui va être diffusée mercredi, où on fait un parallèle entre la guerre du Kippour en 1973, où Israël affrontait la Syrie, avec la Syrie ou le front nord d'aujourd'hui, avec l'implication immédiate de l'Iran en Syrie. C'est une émission donc à ne pas suivre sur Défense. Tout cela pour dire que finalement, la question c'est laquelle? Est-ce qu'aujourd'hui on est face à plusieurs entités au sein du Hamas? Il faut reprendre éventuellement les éliminations ciblées pour frapper un coup sévère et pour montrer qui est le souverain sur place, pour essayer immédiatement d'envoyer un message au Hamas et ne pas laisser Yahya Sinwar prendre de plus en plus du galon, ou alors il faut laisser faire et laisser cette guerre fratricide que se menait d'un côté Yahya Sinwar dans la bande de Gaza, il est né à Khan Younes, et de l'autre Salah al-Arouri, et se laisser déclencher à chaque fois des mouvements et être bien évidemment
sur le qui-vive pour essayer d'enrayer à chaque fois des phénomènes d'embrasement. Pour l'instant, l'état-major militaire israélien n'a pas donné sa réponse. Pour l'instant, l'état-major israélien estime qu'il faut d'abord se concentrer sur l'Iran, encore et toujours sur l'Iran, sur le Hezbollah, sur ses ministres de précision, et le Hamas reste un problème annexe. C'est dangereux. C'est dangereux parce que cela veut dire que on laisse de côté à chaque fois le Hamas dicter l'actualité géopolitique de la région. Et donc on tourne en rond. Cela fait plusieurs années qu'on tourne en rond. Il n'y a aucune politique claire qui est aujourd'hui mise sur la table, capable de régler le problème du sud de la bande de Gaza. Personne n'a pour l'instant trouvé la solution. Or, le gros problème, c'est que lorsque, et j'en reviens toujours au thème de la conférence, lorsque le Hamas était une organisation paramilitaire qui sévissait principalement dans la bande de Gaza, on pouvait la contrôler. Mais à partir du moment où le Hamas est capable aussi de réveiller des cellules dormantes dans les territoires, de créer ou de perpétrer des attentats presque de grande envergure dans les grandes villes, et qu'il est capable surtout d'influencer le Hezbollah au nord, on est face à une organisation terroriste qui prend de plus en plus de galons. Face à cela, on a qui? On a Naftali Bennett. Alors, Avi le disait à l'instant, Naftali Bennett, c'est un homme politique qui connaît les rouages de la défense. Il a été ministre de la Défense, mais qui, encore une fois, est pour l'instant bloqué par sa coalition. Il a à côté de lui un ministre de la Défense, Benny Gantz, qui ronge son frein, qui aurait pu être Premier ministre par alternance avec Benjamin Netanyahu, qui ne l'est plus, et qui pour l'instant essaye tant bien que mal de poursuivre son rôle en tant que ministre de la Défense, en tant qu'homme d'État. Je répondrai à la question justement d'un des spectateurs de cette conférence qui me demande la question du nucléaire iranien. C'est exactement là où se positionne aujourd'hui Benny Gantz. Parce que Benny Gantz a choisi non pas de se concentrer sur le Hamas, normalement ça serait son rôle, puisqu'il est ministre de la Défense, et qu'il est censé régler le problème de la bande de Gaza et du réveil des cellules dormantes, mais vers qui se tourne Benny Gantz? Par studio interposé, eh bien, il s'attaque au nucléaire iranien. Et lui dit eh bien, que la bombe, que l'Iran est sur le point de se doter de la bombe nucléaire. Pourquoi il parle de cela? Parce qu'il essaie de se positionner en homme d'État, en vieux routard de la politique face à, entre guillemets, deux novices, c'est-à-dire Benny Gantz, Naftali Bennett de côté et Yair Lapid de l'autre. Et donc, on est face à plusieurs voix qui sont prononcées, qu'on entend dans le gouvernement, et on n'arrive pas clairement à comprendre quelle est la stratégie de défense militaire stratégique de ce gouvernement. Qui décide? Est-ce que c'est Naftali Bennett? Est-ce que c'est Benny Gantz? Est-ce que c'est Yair Lapid qui annonce à l'avance qu'il va avertir les Américains en cas d'opération en Syrie ou ailleurs, ce qui n'était du jamais vu d'ailleurs? Est-ce que c'est Aviv Kochavi, le chef d'état-major, mais il lui reste que très peu de temps à passer à la tête de l'armée israélienne? Et donc, on a une sorte de cacophonie. Pour l'instant, ça tient la route. Parce qu'il n'y a pas une volonté claire des organisations terroristes de créer une sorte de conflit sur plusieurs fronts. Mais dans le cas où il y a éventuellement un conflit au sud ou au nord de manière simultanée, voire peut-être en Iran, quelle va être la concertation? Qui va décider? Comment ça va se décider? C'est une vraie question aujourd'hui. C'est une vraie question aujourd'hui et pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Tout simplement parce que la manière dont Naftali Bennett, et je ne parle pas de politique, encore une fois, j'analyse stricto sensu, la politique ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'analyse des mots choisis, de la stratégie mise en place ces derniers mois. Oui, l'armée israélienne, sur ordre de la classe politique, intervient à chaque fois qu'il y a un ballon incendiaire. Effectivement, c'est nouveau, ce qui n'était pas le cas lors du précédent gouvernement. Mais
Là, pour l'instant, on a un nouveau chef du Mossad, Dedi Barnea, qui a succédé à Yossi Cohen. On a Nadav Argaman, le chef du Shabak, qui va prendre ses congés. On a un nouveau chef du Shabak. Face à cela, il y a beaucoup quand même, je dirais même trop de solutions en plusieurs inconnus. D'équations en plusieurs inconnus, plus exactement. Parce que on a beaucoup trop de nouveaux acteurs. Beaucoup trop d'hommes politiques dont on a parfois l'impression qu'ils sont revenus presque 15 à 20 ans en arrière. Je m'explique. Lorsque Naftali Bennett parle à Joe Biden à la Maison Blanche et qu'il lui présente son plan de paix économique, c'est-à-dire il peut y avoir éventuellement une paix ou un calme avec l'autorité palestinienne, mais uniquement sur la question économique. Ça vous rappelle pas quelqu'un quand même? Dans les années 95, 96, 97, 98 et ainsi de suite. L'élève a bien écouté le maître. En l'occurrence, à l'époque, Naftali Bennett était directeur de cabinet dans certains Benjamin Netanyahu. C'était le credo de Benjamin Netanyahu, la paix économique. Mais que lui répond Joe Biden? Eh bien, le chef de la Maison Blanche lui dit « Trouvez-moi une solution un petit peu plus réaliste. » La question est de savoir, est-ce que véritablement, aujourd'hui, le gouvernement a cette capacité, le gouvernement israélien, de trouver une solution réaliste. Lorsque Benny Gantz profite de la faiblesse politique de Naftali Bennett pour aller se rendre à Ramallah, qu'il promet, par exemple, que l'argent du Qatar passera par des fameuses cartes bleues, qu'il va y avoir la réouverture des points de passage. On n'est pas certain que Naftali Bennett est pour. Lorsque Naftali Bennett se trouve à la tribune des Nations Unies, qu'il ne prononce pas une seule fois le mot d'État palestinien, on se retrouve avec qui? Nitzan Horowitz, ministre de la Santé Meretz, qui se rend donc le soir même, aujourd'hui, à Ramallah. Qui parle? Qui décide? Est-ce qu'il y a une ligne directrice? Face à cela, et je terminerai les 30 minutes qui m'ont été demandées, puisqu'ensuite il y a des questions, eh bien, face à cela, on a encore une fois, et je reviens à la genèse de cette conférence, face à un vide, et le terrorisme n'aime pas le vide. À chaque fois qu'il y a un vide, eh bien, c'est le terrorisme qui le remplit. Et dans cette région où il n'y a pas de ligne directrice claire, à partir du moment où on a un Joe Biden qui a plus ou moins raté sa sortie d'Afghanistan et qui monte des signes de faiblesse, face à une nouvelle coalition israélienne, face à un Hezbollah qui est embourbé, le Hamas s'engouffre. Attention au dur réveil éventuel, parce que derrière tout cela, derrière cette tentacule, il y a encore et toujours l'Iran qui, avec une sorte d'araignée, une sorte de marionnette, eh bien, est à la baguette, et le réveil pourrait être très sévère du côté d'Israël, avec éventuellement soit un conflit généralisé à plusieurs fronts, soit au pire, et le scénario du pire, eh bien, un conflit dans le sud, avec encore une fois, eh bien, un conflit entre le Hamas et Israël. Mais dans ce cas-là, eh bien, est-ce que la coalition se maintiendrait? Pour l'instant, personne n'a la réponse, même si, je dois le préciser, les députés de la liste RAM du parti islamiste ont déclaré que pour l'instant, ce n'était pas une condition sine qua non pour la survie de cette coalition. Pour l'instant, personne n'a la réponse. Je vous laisse à vos questions. Merci beaucoup, Mathias, pour cette intervention remarquable, claire et précise. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de questions. Alors, deux possibilités. Soit tu les lis, soit on te pose les questions. Soit tu les lis, tu réponds directement, soit on te les... Alors, concernant la stratégie qui peine à s'établir, le temps joue pour ou contre la situation, pour le Hamas et pour l'Iran. La situation joue contre Israël. À partir du moment où il n'y a pas de stratégie, encore une fois, le Proche-Orient n'aime pas le vide, n'aime pas le manque de réalisme, n'aime pas le vide stratégique, et qu'il faut clairement avoir une position claire. Est-ce que Israël va laisser les États-Unis négocier avec l'Iran? Pour l'instant, Naftali Bennett a dit être contre le programme nucléaire iranien, mais a dit en même temps ne pas vouloir être opposé publiquement
aux États-Unis dans ces négociations. Dans le même temps, on a un Yair Lapid qui dit que finalement l'accord de Vienne en 2015 n'était pas si mal que cela. Dans une autre problématique, les accords d'Abraham, Naftali Bennett y étaient opposés à l'époque. Aujourd'hui, il en retire le principal usufruit. Est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui le maintien de cette entente stratégique entre les Émirats arabes unis, le Bahreïn et Israël? Est-ce que d'autres pays vont se mêler? Pourquoi, par exemple, et encore une fois, ça fait partie toujours de cette attente, on est toujours dans l'attente à l'heure actuelle, pourquoi il n'y a pas de confirmation des relations de paix avec le Soudan? Le Soudan qui était un acteur pro-iranien, qui a pendant des années servi au transfert d'armes iraniennes depuis Port-Soudan jusqu'au désert du Sinaï, à Gaza et ensuite au Liban. Pourquoi il n'y a pas de confirmation claire, nette et affichée de la part d'Israël de vouloir absolument entériner cet accord avec le Soudan de telle manière à enrayer, annihiler, effacer de l'histoire le rapport entre le Soudan et l'Iran? Toutes ces questions-là ont besoin d'être répondues et pour l'instant, tant qu'elles ne sont pas, ça ne joue pas en faveur pour l'instant d'Israël. Vous ne parlez pas des Arabes israéliens qui se disent palestiniens. Ça serait une conférence dont on pourrait parler éventuellement pendant des heures. Et là, on en subit d'ailleurs les conséquences du côté israélien avec ces scènes terribles, choquantes, abjectes de vigiles de protection rapprochés de l'État du mouvement islamique à Kfar Qassem hier, où il n'y a plus d'état de droit clairement, où il y a une intervention de la police et ce policier qui se fait matraquer de coups de poing par ce vigile. D'ailleurs, et je l'ai dit ce matin lorsque je ne sais pas si vous m'avez suivi ce matin à la présentation, mais moi, ce qui me choque et qui m'a principalement embêté dans cette histoire, c'est que la plupart des réactions des politiques ont été, en faveur de mesures très sévères, punitives, à l'égard des contrevenants, ceux qui ont violenté les policiers, mais aucun n'a parlé de démanteler ces vigiles du mouvement islamique. Et on est en 2021. Comment Kfar Qassem, qui est à une trentaine de kilomètres au nord de Tel Aviv, comment on se retrouve avec une vigile, une milice rapprochée, privée du mouvement islamique en plein cœur du territoire israélien? Est-ce que cela veut dire que ces milices demain vont prendre les armes et vont se retourner contre Israël? C'est une vraie question. Alors, il y a une décision aujourd'hui de prise, presque une sorte de décision historique de la part du cabinet israélien, c'est-à-dire que le Shabak et l'armée israélienne vont aider les policiers à aller chercher les armes illégales. Sauf que après avoir demandé et posé la question au porte-parole du ministère de la Défense, eh bien, vous allez être surpris, mais le ministre de la Défense lui-même, Benny Gantz, n'était même pas au courant qu'il allait être engagé dans cette lutte pour la recherche des armes illégales. Donc ça, on continue encore avec cette cacophonie. On voit mal comment l'armée israélienne, qui n'a pas vocation à entrer dans les villes israéliennes, normalement, eh bien, pourrait être impliquée dans une opération de sûreté nationale, c'est ce qu'on appelle la Homeland Security en anglais, la sûreté intérieure. C'est normalement, historiquement, pas le rôle de l'armée israélienne. C'est soit du Shabak et de la police, soit de la police elle-même. Je pourrais encore parler, bien évidemment, des heures, mais on pourrait éventuellement, regretter le fait que la liste rame effectivement, à condamner les violences, mais pas celle de la liste arabe unifiée, qui continue de camper sur ses positions et qui a même été favorable à ce dessin depuis, qui a été repeint, mais sur les murs d'Oum el-Fachem, qui est une ville au nord d'Israël et qui jouxte la ville palestinienne de Jenin, où ont été peints les portraits souvenez-vous, des deux terroristes qui avaient tué 2 policiers druzes sur le mont du Temple. C'était en juillet 2017. Pas de condamnation. Donc il y a un véritable problème, une 5e colonne, un véritable État dans l'État. Et là aussi, il va falloir, mais ça n'a pas d'ailleurs du gouvernement Bennett, le problème de gouvernance, la guerre de gouvernance, comme on a pu l'appeler, dater déjà de l'époque de Netanyahou.
Toutes ces inconnues ne sont-elles pas liées au nouveau gouvernement fait de briques et de brocs et qui ne peut gouverner? J'aurais quand même une certaine, loin de moi l'idée d'appeler ces partis de briques et de brocs. Ce sont des partis politiques qui aspirent à régler un problème de fond dans la classe politique israélienne, dans la crise politique que connaît Israël. On ne parle pas de briques et de brocs, on parle surtout pour l'instant, d'incapacité à prendre une décision. C'est-à-dire que chaque décision qui doit être prise est reportée. En l'occurrence, le démantèlement de Khan al-Ahmar, reporté, c'est un village bédouin au nord de Jérusalem et à proximité de Ma'ale Adumim, est reporté de 6 mois. La carte des priorités nationales censée allouer un budget de l'État aux localités situées au-delà de la ligne verte, comme cela a été le cas depuis que la droite est au pouvoir, eh bien cette décision est décalée encore une fois de 6 mois. Plusieurs décisions stratégiques en ce qui concerne le domaine sécuritaire sont quasiment la plupart de ces décisions sont repoussées de 6 mois. Pourquoi? Parce qu'on essaye du côté de la coalition de faire voter le budget et ensuite on verra. Vous allez me dire, la stratégie n'attend pas, la défense, les militaires n'attendent pas. Oui, pour l'instant effectivement, ces inconnus sont liés à, je dirais pas de briques et de brocs, mais l'incapacité actuelle technique, parce qu'il y a trop de composants dans le gouvernement, à prendre une décision et surtout une décision collégiale sur cette question. Et on a l'impression quand même parfois qu'il y a des décisions plus politiques que sécuritaires. En l'occurrence aujourd'hui, le ministre de la Justice, Gideon Sa'ar, a donné son feu vert à une enquête préliminaire sur l'achat des sous-marins. Encore une fois, on vise du côté de cette coalition un seul homme. En l'occurrence, vous l'avez bien compris de qui parle l'ancien Premier ministre, même s'il a été pour l'instant écarté de tout soupçon au niveau de la politique et de la première décision de justice du conseiller juridique. Du coup, que se passe-t-il si la coalition est rompue? Écoutez, si je le savais, je jouerais au loto immédiatement. C'est-à-dire que effectivement, Benjamin Netanyahou reste en pole position pour essayer de former une coalition, mais pour l'instant, la plupart des sondages lui donnent perdant. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si jamais Benjamin Netanyahou devait former une coalition, eh bien, il resterait toujours cantonné à 53 à 56 sièges. Donc, il n'y a pas, sans le ralliement éventuel d'un Benny Gantz ou d'un autre parti, eh bien, Benjamin Netanyahou ne peut gouverner. Est-ce que cela veut dire que il faut absolument que l'ancien Premier ministre se retire de la vie politique pour laisser un autre baron du Likoud de la droite à prendre les rênes du Likoud? On pense notamment à Gilad Erdan, l'ambassadeur actuel des États-Unis et des Nations Unies. On parle éventuellement de Israël Katz, on parle peut-être de Yossi Cohen, mais ça, il faudrait que les élections aient lieu un tout petit peu plus tard pour le permettre de rentrer dans la vie politique. Toutes ces hypothèses ont été plus ou moins démontées par l'analyste politique qui est Segal, qui a démontré que si Benjamin Netanyahou se lance dans l'écriture d'un livre, c'est qu'il a besoin de se refaire une santé financière et donc toujours de rester et d'attendre eh bien l'occasion de pouvoir reprendre les rênes du pouvoir. Donc pour l'instant, on est encore loin d'un retour de Benjamin Netanyahou en tout état de cause. Ne serait-il pas temps pensez-vous qu'il puisse y avoir un conflit frontalier entre l'Iran et l'Azerbaïdjan? Pour l'instant, c'est une des inconnues effectivement. L'Iran a déployé des colonnes de blindés, tout le monde a vu ces images. L'Azerbaïdjan est un allié clair d'Israël, est un allié clair de la Russie. Est-ce que l'Iran passera à l'action et véritablement n'hésitera pas à frapper des intérêts azéris face à un allié de la Russie? Pour l'instant, c'est la vraie question, parce que cela voudrait dire donc que l'Iran n'a pas peur de la confrontation globalisée, généralisée. Donc, cela veut dire que l'Iran va au casse-pipe et va quasiment à une guerre généralisée. Pour l'instant, il y a beaucoup plus une démonstration de force de l'Iran que d'un réel passage à l'acte. Jusqu'à présent, d'ailleurs, l'Iran a toujours mesuré
ces frappes, notamment contre Israël. À chaque fois qu'il y a eu des frappes avérées d'ailleurs, contre des navires israéliens ou ayant appartenu à des Israéliens, il s'agissait de mesures selon les propres termes utilisés par Téhéran, de représailles. Donc, est-ce qu'on peut imaginer véritablement une entrée en guerre, un casus belli de la part de l'Iran face à l'Azerbaïdjan? Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on en est encore loin. La logique de Téhéran est assez difficile à être perçue. Pourquoi? Parce qu'il y a là aussi un nouveau président, le boucher de Téhéran, Ebrahim Raisi, qui fait partie de l'aile dure des ayatollahs, qui veut absolument avoir si vous voulez, le blanc-seing des ayatollahs et de Khamenei, et donc pour l'instant suit ce que son chef spirituel lui dit de faire. Il est hors de question pour l'instant de négocier avec les États-Unis, il est hors de question de montrer des signes de faiblesse, et donc on passe à l'action, on accélère les centrifugeuses et on impose de facto une démonstration de force face à l'Azerbaïdjan. C'est un message envoyé aussi à la Russie, mais également, et je repars aussi et je reprends ce que je disais tout à l'heure, un message envoyé aux États-Unis. Je le répète encore une fois, à l'instar de la manière dont le retrait israélien s'est déroulé du Sud-Liban en 2001, on connaît la suite. 2006, il a eu la guerre du Liban. Je ne dis pas que le retrait est une erreur stratégique, je dis bien la manière dont le retrait s'est déroulé était une erreur stratégique de manière unilatérale et très rapide. Et donc, à l'instar de cela, le retrait américain était inscrit. On savait qu'il allait avoir un retrait américain, mais ce retrait américain a été fait à la va-vite, trop de confiance mis entre les mains de l'armée afghane, et donc face à cela, l'armée et l'Iran s'est senti renforcé parce qu'il y a un axe également entre Téhéran et du côté de l'Afghanistan, et donc on a face à cela véritablement un jeu de cartes géopolitiques qui se redessine. Ne serait-il pas temps de revoir l'ensemble de la politique d'Israël vis-à-vis des Arabes et d'arrêter de se bercer d'illusions à ce sujet? Je suis désolé de vous répondre, mais les Arabes israéliens sont israéliens, font partie d'Israël à part entière, votent, ont le droit et des devoirs, et que si l'idée même de pouvoir s'en séparer, c'est complètement, enfin, j'ai même du mal à répondre à cette question parce que les Arabes israéliens doivent se prendre en main, effectivement. Il doit y avoir un réveil collectif des Arabes israéliens. Il y a un certain réveil, notamment on l'a vu puisque certains Arabes israéliens ont permis à la police israélienne de repérer une partie des 6 terroristes qui s'étaient enfuis de la prison de Gilboa, en l'occurrence 4. C'est eux qui ont donné les informations d'ailleurs aux grandes dames des Palestiniens qui les ont traités de traîtres, mais il faut qu'il y ait un véritable réveil collectif de la société arabe israélienne. Je prendrai clairement, pour répondre à votre question, je me souviens qu'à l'époque, en 2016, j'avais réalisé un documentaire de 16 minutes sur les armes illégales dans la communauté arabe israélienne et la manière dont les leaders politiques ou des conseils régionaux de villes arabes israéliennes pouvaient éventuellement travailler main dans la main avec la police israélienne. Je reprendrai la phrase du maire de Jisr al-Zarqa qui est juste qui est quasiment frontalier à la ville de Hadera. Je lui posais la question, mais que demandes-tu? Et il me répondait, eh bien, que la police fasse son travail. Mais et donc je lui pose la question, est-ce que tu acceptes donc de coopérer avec la police? La réponse est non, on ne peut pas, parce qu'on va être considérés comme des traîtres. Donc d'un côté, il y a une vraie ambivalence. La volonté de permettre de demander à la police israélienne de rentrer dans ces villes et de mettre fin à ces violences, 100 Arabes israéliens qui ont été tués, et d'un autre côté, on ne veut pas. Et je répète encore une fois, il est très dangereux de se voiler la face. Ces armes qui sont utilisées au sein même de la communauté arabe israélienne peuvent demain très bien se retourner contre la communauté juive, contre les juifs israéliens. En l'occurrence, on se souvient de Nachat Melchem, fils de policier arabe israélien, qui prend l'arme de service de son père et qui tire parce qu'il a été embrigadé contre des juifs israéliens. Donc, on n'est pas à l'abri, on est
très très loin d'être à l'abri d'une situation à l'inverse, alors que les armes qui sont entre Arabes israéliens, bien sûr, retournent demain contre les Israéliens, les Juifs israéliens. J'ai trop parlé, du coup, j'ai pas vu les questions. Question Facebook, Front intérieur est-il assez préparé pour faire face à une guerre sur plusieurs fronts? Malheureusement, je sais que vous avez, pour la plupart d'entre vous, de la famille en Israël, non. La réponse est non. Aujourd'hui, il reste encore énormément de zones d'ombre concernant certaines zones où il n'y a pas assez de chambres renforcées, ce que l'on appelle en hébreu des miklats, face à la capacité de perforation du ciel israélien, du Hezbollah, entre 100 et 150 000 missiles, dont plusieurs centaines de missiles de précision. Pour l'instant, l'arrière-front n'a pas encore conscience des dangers et de la menace que vont peser toutes ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers de missiles, si j'englobe ceux du sud et éventuellement ceux tirés par les rebelles Houthis qui ont prêté allégeance à l'Iran. Donc véritablement, il faut absolument que l'arrière-front ait conscience que demain de conflits généralisés sur plusieurs fronts, on ne retrouvera plus les scènes que l'on a connues en 1967 et 1913 avec des colonnes de blindés ennemis. On sera face véritablement aux roquettes qui vont pleuvoir par milliers, par centaines sur le territoire israélien. Il va falloir effectivement non seulement que ce bouclier antimissile tant vanté par les forces de sécurité non seulement fonctionne, il n'est pas hermétique à 100%, mais surtout que les Israéliens répondent positivement aux injonctions de la défense passive, c'est-à-dire rester dans les abris, et surtout il va falloir encaisser les coups, parce que je le répète encore une fois, certains disent que je suis pessimiste, mais les coups vont malheureusement pleuvoir du côté en provenance du front nord et du front sud en cas de conflit généralisé. Est-ce que la population est affectée par cette ambiance? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, parce que encore une fois, heureusement qu'on a des services de sécurité qui sont au quotidien, qui travaillent 24 heures sur 24, et il faut leur rendre hommage d'ailleurs du travail effectué au quotidien par tous ces jeunes, par le Shabak, qui arrive à déceler des attaques en préparation et de pouvoir les enrayer avant qu'elles ne soient mise à exécution, et surtout le travail incessant des renseignements intérieurs qui sont capables d'enrayer plusieurs centaines d'opérations ces dernières semaines. Que pensez-vous de la demande financière de l'Iran aux États-Unis? Elle n'a pas changé, c'est-à-dire que le pouvoir de Raisi reste le même, et la demande de l'ayatollah Khamenei reste la même exactement que celle émise par son prédécesseur, en l'occurrence Rouhani, à savoir que d'abord on lève les sanctions financières, et ensuite on peut discuter. Et c'est là le vrai danger pour l'armée, pour l'administration américaine, à partir du moment où vous relâchez la pression de l'oxygène. Il faut savoir que le terrorisme a pour oxygène les armes, certes, mais surtout l'argent. À partir du moment où vous fermez l'oxygène et vous asphyxiez le régime iranien, il a de moins en moins il a de moins en moins envie, et surtout il a moins d'entrain à passer à l'action. Et donc le danger de la nouvelle administration américaine, en l'occurrence celle de Joe Biden, c'est de pouvoir relâcher la pression, de pouvoir ce qui a été fait d'ailleurs, enlever certains officiels israéliens de la liste noire de l'OFAC, c'est-à-dire l'organisme du Trésor américain, de leur permettre encore une fois de faire des contrats, et de nouveau que les billets verts arrivent en Iran. Et ça, c'est très dangereux, parce que ça permet également de financer le terrorisme et donc plusieurs opérations israéliennes. La Russie prétend pouvoir neutraliser les missiles israéliens en Syrie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la fin politique de la Russie de fermer les yeux sur les attaques contre le Hezbollah? La Russie, oui, a les services, les systèmes S-300, systèmes de missiles antimissiles qui ont été délivrés à la Syrie, qui ont mis énormément de temps à être actionnés, à être opérationnels. Oui,
des systèmes de missiles qui sont capables effectivement d'intercepter des missiles israéliens pour la plupart, mais en attendant, l'armée de l'air israélienne s'est entraînée pendant des mois. On a vu tous ces entraînements à vol bas effectués avec l'armée grecque, qui a permis notamment à l'armée israélienne eh bien, de pouvoir contourner le problème des S-300. Ensuite, il va y avoir un réel problème, c'est les S-400, voire les S-500 qui sont sur le point d'être opérationnels. Si ces systèmes de missiles anti-missiles sont déployés sur le terrain syrien pour faire face aux opérations, selon des rapports étrangers, opérations israéliennes, c'est effectivement, ça risque de mettre un frein aux opérations israéliennes, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et on espère quand même qu'il va y avoir une vraie discussion, entente entre la Russie de Vladimir Poutine et celle, pour l'instant, en l'occurrence, de Naftali Bennett, comme cela avait été le cas entre Benjamin Netanyahu et Vladimir Poutine, deux hommes qui se respectaient non pas parce qu'ils s'aimaient, mais tout simplement ils se respectaient par intérêt commun. Ne faut-il pas arrêter de verser des sous à Gaza? Écoutez, ceux qui ont suivi mes précédentes conférences le savent, c'est que cette idée d'acheter le silence de la bande de Gaza n'est pas nouveau. Date de 2009, lorsque Gabi Ashkenazi était chef d'état-major. Déjà à l'époque, on pensait à acheter le silence du Hamas. Certains diront que, mais alors quoi, l'idéologie du Hamas, ce n'est pas d'effacer de la carte à Israël, c'est aussi le dollar. Et oui, parce que le Hamas de son côté, eh bien, aime bien vivre. Il faut financer la vie administrative de la bande de Gaza. Et donc, tant qu'il n'y a pas de dollar, eh bien, il n'y a pas de calme. C'est un cercle vicieux, mais malheureusement, pour l'instant, je le disais, tant qu'il n'y a pas de solution, et pour l'instant, il n'y a pas de solution, que ce soit un gouvernement Netanyahu ou un gouvernement Bennett, tant qu'il n'y a pas de solution à long terme dans la bande de Gaza, eh bien, il va falloir éteindre à petit feu ce départ de brindilles, en l'occurrence par quoi? Eh bien, par de l'argent, ou alors éventuellement une solution à long terme. Là aujourd'hui, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, eh bien, il y a une large délégation du Hamas au Caire avec les renseignements égyptiens. Une délégation du djihad islamique doit arriver également au Caire. Est-ce qu'il va être question d'un accord d'échange de prisonniers aux conditions, bien évidemment, du Hamas? Est-ce que l'Égypte, qui a énormément à gagner avec cette nouvelle administration américaine et une coalition en Israël qui est assez balbutiement, eh bien, l'Égypte d'Al-Sisi peut être véritablement le grand frère de la région et a énormément à gagner si jamais l'Égypte parvient à ramener un calme plus ou moins durable dans la région. Et pour l'instant, eh bien, du côté de l'Égypte, la seule solution, et elle est partagée finalement avec Israël, c'est-à-dire ramener de l'argent dans la bande de Gaza. Le plus important, c'est de trouver un mécanisme qui empêche de facto le Hamas de se servir. Le mécanisme de cette fameuse carte bleue qui permet aux civils gazaouis de retirer l'argent, eh bien, sauf que derrière, et je prendrai l'exemple, souvenez-vous de cette malheureuse interview de Gilad Shalit lorsqu'il avait été libéré. Devant l'écran, il y a Gilad Shalit et derrière, il y avait un homme armé du Hamas. C'est exactement la même situation dans la bande de Gaza. Derrière tout civil qui va retirer cet argent, il y aura éventuellement le Hamas qui va ponctionner l'argent à la base. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle. Les F-35 peuvent-ils passer à travers les S-400 et les S-500? Oui. Oui, ce sont des avions furtifs qui sont capables de faire face aux systèmes antimissiles les plus perfectionnés. Ce sont des avions furtifs, donc qui sont capables d'être non seulement des banques de collecte de renseignements, mais également de pouvoir mener des opérations sans être vus à certaines conditions. C'est-à-dire pas tout le temps et pas dans toutes les situations. Ils peuvent être éventuellement détectés par les S-500, les S-400. Moins les S-500 qui ne sont pas encore opérationnels pourront éventuellement détecter les F-35, mais en attendant qu'ils soient opérationnels, c'est S-500, mais les F-35 auront, j'ose à croire, et c'est exactement ce que les renseignements militaires israéliens me disent, c'est qu'il y a éventuellement une recherche, une volonté d'avoir un coup d'avance sur
les technologies aux frontières israéliennes. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Parce que là, j'ai répondu, je pense, à toutes les questions. On arrive à la fin de notre conférence. Et je crois que tu as omis l'avant-dernière question de Gérard. Si vous deviez classer les risques qui pèsent sur Israël par ordre d'importance des dangers et par probabilité de se réaliser dans le temps, quels seraient vos deux classements? C'est une question extrêmement intéressante et qui me laisse plus ou moins pantois. Je dirais que le nucléaire iranien reste la principale menace dans la région, parce qu'à partir du moment où l'Iran se dotera de la capacité atomique et de pouvoir remplacer un missile à ogive traditionnel par une ogive nucléaire, l'Iran pourra faire tout ce qu'elle veut, où elle le veut et de la manière qu'elle veut dans cette région. Donc ça, le nucléaire iranien reste la première menace. La deuxième menace, c'est cette capacité du Hezbollah à se doter de missiles de précision. Si jamais l'Iran parvient à transmettre les capacités techniques et technologiques au Hezbollah, à la production de masse de missiles de précision, c'est l'intégralité du territoire israélien qui est à portée de tir de missiles de précision, à une portée entre 200 et 500 km, et n'importe quelle cible dans le territoire israélien est capable d'être atteint par ces missiles. Voilà pourquoi c'est une des menaces les plus existentielles, plus importantes qui pèsent sur Israël. Troisième, je dirais finalement en trois, c'est le Hamas, et c'est l'objet de notre conférence. C'est le Hamas qui véritablement, pour l'instant, gêne la stratégie mise en place par les renseignements militaires israéliens et l'armée israélienne de pouvoir empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et les missiles de précision d'arriver entre les mains du Hezbollah. Je le répéterai jamais assez, mais malheureusement, lorsque vous entendez dans la presse récemment, Sergueï Lavrov dire, le ministre des Affaires étrangères russe, après une visite, après avoir reçu Yair Lapid à Moscou, dire que les Américains, les Russes, les Israéliens vont se rencontrer pour essayer de trouver une solution à l'installation iranienne aux frontières et aux portes israéliennes, c'est un trompe-l'œil. Parce que il y a déjà eu un accord qui aurait dû obliger les Iraniens à se retirer à 80 km de la frontière du plateau du Golan. Jusqu'à présent, rien ou quasiment rien n'a été fait. Et malheureusement, aujourd'hui, les Iraniens sont au Liban, les Iraniens sont dans la bande de Gaza et les Iraniens sont aussi en Syrie aujourd'hui et sont là pour y rester. Il y a une véritable chiisation, si vous me permettez l'expression, du sud de la Syrie aux portes d'Israël. J'espère avoir été clair. Merci Mathias pour ton exposé très intéressant, très pertinent. Merci beaucoup Avi, merci beaucoup Yasmine. Peut-être que Yasmine, tu conclus, tu nous donnes le programme des festivités prochaines. Oui, d'abord merci à Mathias et merci à vous tous. On est très contents de retrouver tous nos auditeurs fidèles et on vous donne rendez-vous jeudi soir pour un tout autre thème avec Manu Cohen toujours à 19h heure française. Manu Cohen, c'est la nouvelle star de la télé-réalité israélienne, donc ça n'a rien à voir avec le thème d'aujourd'hui, mais voilà. Pourquoi pas, peut-être qu'un jour je serai aussi dans une télé-réalité, pour l'instant c'est pas le cas. Ok, merci Mathias, c'était très très intéressant, merci beaucoup et Shavua Tov. Au revoir. Shavua Tov.